Marty Supreme de Josh Safdie. On va dire le premier film solo de Josh Safdie, même si pour ceux qui sont un peu plus cinéphiles, ils sont un peu connus dans les la moitié des frères Safdie, puisque généralement, la plupart du temps, il fait ses films avec son frère Benny Safdie, qui lui aussi a fait aussi son premier film solo cette année, à la fin de l'année 2025, qui s'appelle The Smashing Machine. Je n'ai pas encore eu le temps de le voir, celui-là. Par contre, le film avec The Rock, là, qui, bon, même s'il n'a pas eu un retour box-office, il a une certain retour critique assez intéressant. Un peu, je n'ai pas eu le temps de le regarder, même si quand je vois un peu la manière dont il est tourné, quand je vois un peu le propos un peu de film, en gros, j'ai l'impression que ça va ressembler beaucoup un peu au film de Darren Aronofsky de Wrestler avec Mickey Rourke. J'ai un peu l'impression, puisque là c'est sur un personnage de MMA qui a vraiment existé, dont j'ai oublié le nom. J'ai l'impression que c'est un peu la même direction. Et les Safdie Brothers, depuis 2017 que je les ai découverts avec ce fabuleux film qui était Good Times, qui n'est pas le premier film. Le premier film ensemble, c'était Daddy Long Legs, qui était sorti en 2009 et tout, qui était le premier film ensemble qu'ils avaient fait. C'était une comédie dramatique un peu qui s'inspirait un peu plus ou moins de la vie, puisque c'était deux frères, ça suivait deux petits frères qui c'est-à-dire un père divorcé de deux enfants, qui ont vécu un peu aussi avec, qui sont le fruit de résultats des parents divorcés. Donc c'était un peu plus ou moins autobiographique, un peu dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai vu dans le trailer. Je l'ai pas encore regardé. Ils avaient eu un deuxième là, il y a Lenny Cook, un peu pour ceux qui avaient fait, qui suivent un peu le basket. Vous vous rappelez de ce gars? On disait qu'il était plus fort que LeBron James là, au lycée. Et qui était une des figures et autres, et tout. Après qu'il y a eu Krabs qui l'a privé d'une carrière et autres, et tout. Ils avaient fait un documentaire sur ça. Evans Knows What, qu'ils avaient aussi, ils avaient fait, je crois qu'il avait été écrit par Joshua Safdie, qui est peut-être un de la fait, déjà leur collaborateur, qui est là depuis le début, parce qu'il est là depuis comment il s'appelle, Ronald Bronstein, qui est là depuis le début. Et à partir de Good Times, c'est là où moi je les ai découverts. Good Times, je vous recommande vraiment le film. Good Times, qui est un film nerveux, un crime thriller incroyable, toujours écrit aussi par Ronald. C'est la première fois que j'entendais parler de ces mecs-là. Je n'oublierai jamais l'effet que ce film-là m'a fait. C'était un film coup de poing. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dois même l'avouer, dans le visuel de l'album de musique Nightclubbing que je l'avais fait, j'avais demandé à mon ami Charles un peu de mettre des, comment on appelle ça, des scènes un peu du film, un peu dans la vidéo que je voulais faire un peu et tout, comme vous pouvez le voir apparaître sur votre écran là. Un film qui aujourd'hui m'a marqué parce que ça me rappelait toute proportion, je sais pas si c'est l'influence ou pas, mais ça avait des similitudes un peu au film de Nicolas Van Dien qui s'appelle Pusher et tout. Dans le rythme, dans le truc, le fait que ça soit un crime thriller et qu'on se focalise sur un personnage qui essaie de s'en sortir dans une situation, ça m'a beaucoup rappelé Pusher. Et je me demande souvent, je vais peut-être rechercher après le montage un peu, est-ce que ils ne se sont pas influencés de ce film-là, mais en tout cas même dans l'esthétique, la photographie du film, ça me rappelait beaucoup Pusher. Donc c'est là où je les ai connus après. Et c'est là aussi j'ai connu celui qui fait maintenant plus ou moins aussi le bande son, Daniel Opantin, Oneotrix.never, dont je vous ai fait un sujet sur un des albums qu'il a fait et tout. Après il y a eu Uncle James, qui est pour moi le meilleur rôle d'Adam Sandler après au cinéma. Après peut-être son rôle de Punch Wrangler, je pense que c'est le meilleur rôle qu'il ait jamais eu au cinéma. Un fabuleux film, toujours sur nerveux, toujours aussi encore un crime thriller. Toujours écrit par Ronald Bronstein, toujours une bande son de dingue, toujours sur un personnage comme on appelle là, qui essaye plus ou moins de s'en sortir dans une situation pas forcément évidente. Et le troisième qui a été fait, puisque l'autre a fait Smashing Machine, et maintenant Uncut Gem, Marty Supreme, où je retrouve vraiment l'identité
d'un film de Safdie Brothers, même si c'est plus Geoff Safdie qui l'a fait. Là, ça, on l'appelle, c'est un peu une comédie sport drama un peu qu'il a fait avec Timothée Chalamet. Donc, je vous avoue, si vous avez vu un peu, mais je sais pas si les gens suivent la chaîne un peu de près, les gars qui suivent la chaîne, les abonnés qui suivent la chaîne de près, je vous ai toujours dit, Timothée Chalamet, c'est pas vraiment un acteur qui me botte énormément. Je le trouve souvent surcoté, mais je trouve qu'il est dans des films. Il a pour moi un bon agent qui lui choisit des bons films et des bons réalisateurs. Je sais que c'est quelqu'un qui est très dévoué dans ce qu'il fait. Il est très passionné, très dévoué. Il se donne à 110 000% dans ce métier d'acteur-là. Il a eu une récompense un peu à Marty Suprême. Ça a un peu fait un peu de tollé un peu sur les réseaux avec Michael B. Jordan qui faisait un peu l'amour quand il avait gagné. Ça a un peu fait le truc, mais pour moi Timothée Chalamet n'est pas un acteur extraordinaire. C'est quelqu'un qui se dévoue énormément dans son métier. Ça, je peux le reconnaître. Il est vraiment passionné par son métier. C'est pas quelqu'un qui a une mentalité de starlet, mais c'est quelqu'un qui aime vraiment son métier. Ça, je dois lui avouer. Mais pour moi, en tant qu'acteur, il n'est pas. Je vois pas pourquoi on fait autant de blabla sur lui. Je pense que dans le même style, Austin Butler est beaucoup plus impressionnant dans le jeu, dans le truc. Donc, même si, maintenant je dois l'avouer, ce film-là, j'ai l'impression que c'est sa meilleure performance. C'est la meilleure performance que j'ai vue de lui. D'habitude, dans les films de Timothée Chalamet, je vois Timothée Chalamet. Là, c'est la première fois que j'ai oublié que je regardais un Timothée Chalamet, en fait. Donc, Marty Suprême encore qui compose un peu encore vraiment la même identité, parce que quand on regarde un peu les Safdie Brothers un peu, c'est-à-dire les Safdie Brothers, ils ont leurs deux styles sont particuliers, c'est-à-dire que Benny Safdie, quand tu regardes, même si je n'ai pas vu encore le film, mais quand je revois un peu plus ou moins les scènes et autres et tout, Benny Safdie, dans son style de cinéma, lui, il est plus instinctif, plus impulsif, plus intense et souvent nerveux et anxieux. Parce que la plupart du temps, il joue dans les films autres, il est aussi acteur et tout. Mais lui, ce que tu retrouves beaucoup plus dans ces scènes, c'est beaucoup plus la nervosité, la tension et la nervosité des scènes dans ces scènes et tout. Josh, lui, c'est quelqu'un qui est un réalisateur et un scénariste, et c'est quelqu'un qui a une tendance à structurer le chaos. C'est-à-dire que lui, on lui doit la direction artistique, le montage et le rythme qui crée la tension typique un peu des films un peu que les deux frères ont l'habitude de faire. C'est-à-dire que quand tu vois l'autre, par exemple, les scènes là où vous voyez beaucoup de chaos et autres, et c'est même ça que j'ai senti en regardant Marty Suprême, parce que les scènes un peu de course-poursuite, les scènes un peu de, comment on appelle ça, les scènes un peu où il y a une émotion nerveuse, celui qui maîtrise vraiment ça, c'est son frère. C'est son frère qui sait capturer dans, par exemple, cette scène que j'adore dans Good Times, ou même dans Uncle James, où quand il y a une sorte d'explosion un peu qui va arriver par rapport à une scène qui devient très nerveuse, une dispute entre des personnages, le jeu sur les regards, le jeu sur la bouche, la caméra qui arrive à switcher très rapidement, c'est Benny Safdie qui sait mettre vraiment cette énergie là, et je peux le sentir même quand tu regardes un peu certaines scènes de Smashy Machine et tout, alors que l'autre, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le contrôle de la narration, parce que toute la narration, il sait faire le truc de la narration, structurer l'histoire et autres et tout. Et c'est pour ça que les deux frères là sont complémentaires, parce que quelqu'un sait créer le chaos et l'autre sait maîtriser plus ou moins le chaos. C'est un peu comme ça qu'on pourrait définir un peu le style des deux. Et dans le Marty Suprême, justement, si je peux sortir une faiblesse qui est arrivée dans le film, même si ce n'était pas un crime thriller comme les autres, mais ça suivait plus ou moins la même structure narrative que les Good Time et Uncle James, puisqu'en gros, le Good Time, Uncle James et Marty Suprême, ça suit toujours un même type de personnage principal, c'est-à-dire une sorte de narcissique, manipulateur, parce que les trois personnages que tu vois dans, c'est pas des bons personnages, c'est pas des gars sympas, c'est des connards, c'est toujours des connards. Dans Good Times, le personnage de Robert Pattinson, c'était un peu un connard qui voulait sauver son frère, mais il a tendance plus ou moins à manipuler, comment on appelle ça, à manipuler plus ou moins les personnages qui sont autour de lui pour arriver à ses fins. Il aime aussi dans Uncle James, où il y a le personnage d'Adam Sandler qui est
parieur, bookmaker aussi et tout qui a l'habitude de, comment on appelle ça? Parieur, bookmaker qui a l'habitude aussi de manipuler tout son entourage. Marty Suprême, alors j'en parle pas. Il enceinte une fille, il ne la calcule même pas. Il va manipuler tout son monde avec son charisme et autres et tout, parce que c'est des personnages tous charismatiques, manipulateurs et prêts à tout pour arriver à la fin. Et plus ou moins, il y a toujours cette structure des personnages qui sont motivés par une seule chose. Cette volonté d'avoir une réussite, de paraître réussite extérieure importante et qui est caractérisée par une obsession maladive. Quand tu vois le personnage de Marty, il a exactement ça. Quand tu vois le personnage de Adam Sandler, il y a ça. Et quand tu vois le personnage aussi de Robert Pattinson dans Good Times, c'est ça. Ils suivent la même structure narrative, et généralement, sans pour autant véritablement spoiler, la fin des personnages n'est jamais une fin positive. Soit ils se font arrêter, soit ils se font tuer, soit ils ressentent un vide, comme bon, je spoil un peu la fin de ce film. Et Marty Suprême, un peu, ça suit l'histoire de quoi? Ça suit d'un jeune joueur d'un personnage un peu qui est un vendeur de chaussures, mais qui a une passion pour justement le tennis de table, Marty Mauser, et il essaye de participer à un championnat du British Open et tout, qui lui permettra un peu d'être champion du monde là-dedans. C'est son rêve, c'est sa passion, c'est son obsession, c'est exactement ce qu'il veut réaliser à faire. Et on voit au fur et à mesure de son parcours comment cette obsession est en train de le bouffer, comment elle est en train de le rendre irritable, parce que le personnage est vraiment dégueulasse. Il y a certaines scènes où tu regardes le gars, tu dis vraiment il a 100 fois ni loin, mais quand tu connais un peu les personnages qui ont une réussite hors norme dans la vie, c'est-à-dire réussite financière et autres, et tout, plus ou moins, il renvoie un peu ce côté enfoiré un peu qu'ils ont un peu dosé. Et Marty Suprême, le Marty et autres et tout, il a un peu cette obsession de pouvoir vraiment réussir dans le tennis de table, et on suit son parcours plus ou moins un peu de ce salopard là, excusez-moi un peu le mot parce que c'est ce qu'il est. Et c'est vraiment dans un style nerveux, hein, et pour connaître, mais pour entrevoir un peu la personnalité de Timothée Chalamet. Quand tu vois un peu plus ou moins ses interviews, quand tu le vois toujours dans ces trucs là où il dit plus ou moins qu'il a la poursuite de l'excellence, poursuite of greatness, qu'il veut devenir excellent, je pense qu'il y a un rapport un peu avec le personnage. L'acteur Timothée Chalamet a un rapport très 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 similaire avec le personnage, parce que c'est pour ça que peut-être le rôle lui colle à la peau, parce que j'ai l'impression que Timothée Chalamet il est un peu comme ça dans la vie. À travers ses interviews, j'ai pu percevoir ça, parce que quand tu le vois, son ambition obsessive de vouloir vraiment faire partie de l'excellence du cinéma, d'être reconnu comme avoir un héritage fort dans l'histoire du cinéma, tu peux le voir un peu tu peux voir un peu comment il a pu connecter un peu avec ce personnage que Josh Safdie a écrit pour lui, même si c'est toujours encore c'est pas Josh Safdie seul, hein, c'est avec Ronald Brostein. Ils ont toujours fait plus ou moins comment on appelle ça, plus ou moins ce truc à deux, quoi. Ils ont plus ou moins fait ce truc à deux, et ça dépend un peu de comment vous avez vu. Moi j'ai beaucoup adoré le film. Et tout. C'est un film qui est vraiment un des meilleurs films de l'année 2025. Petite parenthèse que j'ai remarqué lorsque j'étais en train de faire le montage là et tout, c'est vrai que aussi j'ai oublié de parler aussi des inspirations aussi pour le film, parce que c'est vrai que le film, j'ai découvert ça il y a quelque temps là. C'est vrai que le film aussi s'inspire aussi de deux films particuliers. Je sais pas si vous connaissez ce film, hein, de Hustler de Paul Newman, histoire un peu d'un joueur de billard un peu qui aime faire le pari et autres et tout. La structure narrative est un peu similaire à celle-là, et sa suite
qui avait été sorti 20 ans plus tard, je pense, c'était 20 ans, 25 ans plus tard, un peu de Call of Money, toujours avec le même personnage de Paul Newman, un peu plus vieux, mais avec une version maintenant qui est un peu le mentor d'un jeune joué par Tom Cruise, et qui est un film un peu de Martin Scorsese, un peu qui a plus ou moins bien vieilli, hein. C'est pas bon, il n'avait pas été bien accueilli à l'époque. Et la structure narrative suit à peu près un peu la même. Avec Marty, on est un peu dans la même structure narrative. Je vous conseille beaucoup ces deux films-là. C'est Call of Money et Hustler. Hustler, c'est le meilleur pour moi. Hustler, j'avais beaucoup aimé ça du tout. Ça c'est le truc, et c'est vrai que le film un peu suit la même structure narrative, même si ça s'inspire de l'histoire aussi d'un joueur de tennis de ping-pong qui aimait beaucoup faire des paris un peu comme ça là dans les années 60 et tout. En gros aussi, c'est vrai que j'avais oublié de parler de ça, donc je vais quand même le placer là. The Hustler et Call of Money qui sont les inspirations principales du film. Je ne sais pas si les Safdie Brothers retravailleront encore ensemble. J'espère qu'ils retravailleront ensemble, parce que le seul hic qui m'a dérangé, c'est les scènes de tension. Ce que j'aime beaucoup quand les Safdie Brothers travaillent ensemble, c'est quand tu vois le style de Benny qui commence à entrer en jeu dans les scènes de tension et de chaos. Parce que celui qui sait bien le faire, c'est Benny Safdie et Oteto. Et je pense que ce que son grand frère ou son petit frère, je sais plus, je crois que c'est son grand frère, il lui apporte une structure narrative peut-être lui il le manque un peu. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il comble un peu le talent de l'un ou de l'autre. Mais globalement, j'ai adoré ce film. J'ai adoré même la performance de Timothée Chalamet. Idem aussi pour la performance de Gwyneth Paltrow, qui est une actrice vieille, qui est truc, puisque le truc se déroule dans les années 50-60, et c'est un peu une actrice un peu vieille qui est un peu perdue, comment dire, pas perdue, mais qui n'est plus aussi star qu'avant, puisqu'elle est maintenant retournée dans le théâtre, etc., et qui veut relancer plus ou moins sa carrière. Des apparitions assez sympas. J'aime bien beaucoup le rôle joué par Abel Ferrara. Pour ceux qui connaissent un peu qui est ce mec-là, Abel Ferrara, le jeu de Ezra Miskin, le criminel un peu là, le truc, ça me fait beaucoup rire, le criminel qui veut récupérer son chien là. Dans le film, c'est Abel Ferrara qui fait le truc. Pour ceux qui ne savent pas qui est Abel Ferrara, pour moi, c'est un des réalisateurs un peu importants, un peu des années 70-80, on va dire un peu fin des années 80 et autres, tout, qui a fait beaucoup de films gênants dans plusieurs genres. Un de mes films préférés de lui, ça m'a un peu amusé de le voir, The Thriller Killer, Mrs. 45, si vous ne connaissez pas, King of New York et tout. Un film un peu aussi incroyable, Bad Lieutenant avec Harvey Keitel. Plus ou moins un peu les films que je connais de lui. Je sais même plus si il continue à faire encore du cinéma. Je vois qu'il a encore de continuer à faire du cinéma, mais quand tu me parles de ce gars-là, c'est un peu un guest star qui m'a amusé. J'ai été aussi amusé plus ou moins de voir en guest aussi George Gervin, l'incroyable joueur de basket. George Gervin, tout qui joue aussi de tennis de table. George Gervin, qui était l'ancien grand joueur de San Antonio, de Iceman. C'était amusant un peu de voir un peu ce petit clin d'œil là et tout, parce que bon, je sais que les samedis, ce sont des fans de sport. Alors, c'était un peu amusant aussi de voir George Gervin apparaître dans ce film là. Je sais pas compris, mais pourquoi ils l'ont mis dans le film là. Qu'est-ce qui m'a encore amusé, je crois qu'il y a eu encore un petit clin d'œil avec encore d'autres trois. Oui, la performance de Tyler, the Creator, qui a un peu un rôle tertiaire un peu dans ce film-là. On va dire c'est sa première apparition au cinéma dans un film sur un grand budget comme ça. Là, c'est vraiment sa première apparition au cinéma. Et globalement, la performance était pas mal. Il jouait plus ou moins lui-même. Mais la performance est assez honnête au début. Ça peut être peut-être aussi une autre voie un peu pour Tyler, the Creator aussi, pour voir un peu comment il va devenir, comment pourrait être un peu sa carrière dans l'acteur. En tout cas, je trouvais que la performance, elle était pas mal pour lui, pour un début, pour un premier truc. Je pense qu'il peut aussi un peu poursuivre un peu là-bas,
sur le cinéma, sur en tant qu'acteur ou quelque chose comme ça et tout. Je peux parfois même un peu regarder un peu dans des rôles dramatiques qui sortent un peu de sa personnalité de tous les jours un peu. Moi je trouvais que c'était bien et tout. Marty Supreme, c'est un très bon, c'est vraiment un fabuleux film. Pas forcément un chef-d'œuvre, mais un fabuleux film. Un peu moindre un peu que les films. J'ai l'impression que je préfère quand les deux travaillent ensemble. Après samedi, mais il est tout le truc là-bas. Oui, j'oubliais la bande son de. Voilà, ce qui fait aussi que le film est aussi génial, c'est la bande son de Oneotrix.never. Hein. Dès que Daniel Pantin est dans la bande son, vous m'avez conquis. Hein. Là-bas, il n'y a pas une bande son que ce mec a fait pour un des samedis Brothers qui est pas bon. La bande son de ce gars-là, c'est pour moi, c'est l'évangélisme moderne, le gars-là. Il donne une tension, une esthétique dans les films de ce mec-là que je ne vois pas un film d'un des frères là sans la musique du gars là. La musique du gars là apporte quelque chose de particulier, une texture particulière un peu. Donc franchement, Marty Supreme, c'est mon coup de cœur de la fin d'année. Il y a des gens qui l'ont trouvé surcoté. Il y a des gens qui ont dit que bon, Timothée Chalamet était truc. Il y a des gens qui ont dit que fuck. Mais pour moi, c'est un très beau film que j'ai regardé. Très beau film et tout. Et je suis bien curieux de voir si les Samedi Brothers vont continuer chacun de leur côté ou revenir travailler dans un autre projet ensemble. On verra bien. En tout cas, c'est un film que je vous conseille. Il a pas forcément rentabilisé encore bien au box-office et tout. Le succès critique est là. Mais on verra ce qui se passera. En tout cas, cette année, Timothée Chalamet, il est en train de enfoncer encore son star power à une autre dimension parce que la star number one du cinéma américain, c'est ce gars-là. En tant qu'acteur, oui. Parce que après Marty Supreme, il y a Dune. Avec ce qu'il a enchaîné là, Dune, Bob Dylan, maintenant ce film-là, et après encore Dune 3. Je pense que là, le Coco, il est la star, la plus grande star planétaire. En tout cas, sur le cinéma, c'est le gars. C'est pour ça que même d'ailleurs, ça a un peu été une gifle un peu pour nous les négros de se rendre compte que c'est lui la star un peu. Parce que souvent dans nos têtes, on pense Michael B. Jordan. Non. La star number one, c'est lui. La star number one, c'est lui. C'est pas forcément pour me faire plaisir parce que je le trouve sur le côté, souvent. Sauf sur ce film-là où il est bien. Mais la star d'Hollywood, c'est Timothée Chalamet. C'est pas Michael B. Jordan. C'est lui. Bref. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.